Bonjour à tous. Mon nom est Ilona Boisdrivet. Je suis assistante de recherche au laboratoire de cyberjustice de l'Université de Montréal. Merci d'être présent virtuellement et de participer à cette web conférence d'aujourd'hui sur les enjeux sociétaux de l'IA. Aujourd'hui, nous accueillons le professeur Marc-Antoine Dillac de l'Université de Montréal et directeur de l'Algora Lab afin de discuter de l'éthique délibérative de l'intelligence artificielle. Il sera principalement question du rôle de l'éthique délibérative dans la première consultation mondiale en ligne sur l'éthique de l'IA organisée par l'Algora Lab cet été. Donc, professeur Dillac, merci d'être avec nous aujourd'hui et puis je vous cède la parole. Eh bien, merci beaucoup de cette invitation. Je suis très heureux de m'adresser à des juristes. Je sors un petit peu de ma zone. Je vais donc présenter, comme on m'y a invité, un processus délibératif qui porte sur l'éthique de l'IA, et je vais essayer de revenir sur cette notion d'éthique et d'éthique de l'IA, qui est quelque chose d'un peu étrange dans le paysage actuel. Donc, je vais principalement vous parler d'un processus qui est le processus de consultation que nous avons mené sur l'éthique de l'IA pour l'UNESCO, et on va prendre un peu de recul justement sur la notion d'éthique de l'IA. Alors, je vais partager mon écran, ce sera plus simple pour suivre cette présentation, si je parviens à retrouver ma fenêtre, ça ne sera pas long. Voilà, donc, comme je le disais, la discussion va porter sur ce processus de délibération, sur une recommandation de l'UNESCO. Je vais présenter un peu plus tard cette recommandation de l'UNESCO, mais je voudrais revenir dans un premier temps aux choses un petit peu fondamentales. D'abord, se demander pourquoi on a besoin d'éthique de l'IA et voir un petit peu quel est le domaine que recouvre cette notion d'éthique. Évidemment, la première chose qu'on a à se rappeler, c'est que l'intelligence artificielle est une technologie qui pose un certain nombre de problèmes de déploiement normatif. Et il faut se rappeler d'abord que l'IA, c'est avant tout un outil, et simplement un outil. Alors, c'est un outil puissant, et c'est un outil qui a des impacts extrêmement profonds sur la société, pas seulement sur la société, sur les individus, sur la manière dont ils se représentent eux-mêmes, sur la manière dont ils se représentent leur rapport aux autres et aux communautés. Cet outil puissant, eh bien, il fait l'objet d'usages qui peuvent être des usages bons ou mauvais, que ce soit de manière intentionnelle ou le plus souvent de manière tout à fait non intentionnelle, non voulue, non volontaire, et malgré tout, ces usages-là devraient être réglementés. Alors, dans un premier temps, la réflexion sur l'intelligence artificielle a été une réflexion qui se proposait de fournir un cadre éthique à la recherche en intelligence artificielle. Donc, c'était principalement au départ la question des chercheuses et des chercheurs, leur projet de développement. Et dans le cadre d'un projet que j'ai mené maintenant il y a 3 ans, celui de la déclaration de Montréal pour une utilisation et un développement responsable de l'intelligence artificielle, il s'agissait initialement de s'adresser aux chercheuses et aux chercheurs. Je vous donne un exemple de recherche qui a posé un problème éthique qui a sauté aux yeux des observateurs, malheureusement qui n'a pas sauté aux yeux des 2 scientifiques qui ont développé ce projet-là. C'est tout simplement le projet mené par les chercheurs Wang et Kosinski à Stanford sur l'identification des préférences sexuelles à partir des portraits de personnes.
Donc, il s'agissait d'un projet de deep learning dans lequel l'intelligence artificielle permettait, hein, c'était l'hypothèse faite par ces deux chercheurs, permettait d'identifier des traits physiques qui étaient le signe d'une orientation sexuelle. Ce type d'application et ce type de projet de recherche, évidemment, pose des questions normatives extrêmement graves, extrêmement sérieuses. Et en 2017-2018, on a vu fleurir ce genre de projet. Un autre projet de la même veine, c'est celui de l'identification des traits, encore une fois, du visage pour détecter la criminalité chez les personnes qui seraient donc suspectées, avant même d'avoir commis un crime, qui seraient suspectées d'avoir une tendance à cette criminalité. C'est un vieux concept qui est appliqué ici, celui de physiognomonie, à savoir le fait que les traits du visage pourraient représenter des caractéristiques internes, des caractéristiques psychologiques. Alors, on a vu fleurir ce genre de projet qui fait fond sur une caractéristique du deep learning qui est cette capacité à trouver des corrélations là où l'esprit humain a beaucoup de mal à les déceler, tout simplement parce que la capacité de traitement de l'intelligence artificielle est évidemment beaucoup plus importante que celle des êtres humains. Beaucoup plus importante quantitativement, peut-être pas qualitativement, mais la discussion ici ne porte pas sur l'intelligence artificielle elle-même, mais sur la manière de réglementer cette intelligence artificielle. Alors, je disais donc qu'on a vu fleurir ces projets et vous pouvez imaginer que ces projets de physiognomonie appuyés par des techniques de deep learning ont attiré l'attention d'un certain nombre de gouvernements, d'un certain nombre d'États qui y voyaient un moyen scientifique, un moyen quasi infaillible de détecter des orientations criminalisées ou des orientations criminelles. Criminalisées, c'est par exemple le cas de l'homosexualité en Russie. Kozinski, l'un des promoteurs de l'application de Stanford, a été reçu par les membres éminents du gouvernement russe et évidemment, cette application trouvait ici un écho politique. Alors, c'est un exemple parmi des milliers d'utilisations qui sont très problématiques de l'intelligence artificielle, mais aussi de développement tout simplement de projets en intelligence artificielle qui nous questionnent dans nos valeurs, dans nos principes. Et évidemment, le premier recours que l'on a pour réfléchir à ces enjeux-là, c'est l'éthique. Pourquoi l'éthique? Parce que l'éthique va permettre de donner une direction à un développement responsable. Et c'était tout le projet, au fond, de la déclaration de Montréal. Le cadre éthique permet également de favoriser un déploiement qui est bénéfique, pas simplement de l'encadrer, mais de promouvoir un déploiement bénéfique de l'intelligence artificielle. Il s'agit évidemment également de prévenir une utilisation. Donc là, on est, une fois que le projet a été développé, de prévenir une utilisation qui pourrait être préjudiciable, qui pourrait porter atteinte aux intérêts fondamentaux des personnes et des groupes. Et enfin, un cadre éthique, ça permet tout simplement de se projeter. Ça permet d'anticiper, de voir venir les problèmes moraux qui pourraient faire l'objet de controverses extrêmement graves avec des oppositions d'intérêts légitimes. Et par conséquent, l'éthique ici est une espèce de discipline assez souple où on identifie les enjeux à venir du déploiement d'une technologie. Alors,
On peut parler, hein, pour se repérer. Le développement de technologies sont inédites dans leur déploiement social. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est maintenant bien connu, bien interprété de la plupart, disons, du grand public. Mais c'est vrai que l'irruption de ces technologies a fait en sorte qu'on avait l'impression d'être dans un territoire qui n'était pas balisé. Et par conséquent, on avait l'impression d'une espèce, je vais prendre une analogie souvent utilisée, une espèce de Far West de l'intelligence artificielle, et une espèce de Far West où le droit n'existe pas. Les autorités ne peuvent pas véritablement encadrer cette technologie, et par conséquent, l'éthique apparaissait et apparaît toujours comme ce domaine qui permet d'appréhender cette technologie et d'essayer de repérer des balises morales pour son déploiement. Alors, il y a plusieurs enjeux éthiques que l'on peut identifier pour l'intelligence artificielle. Je vais parler des types d'enjeux et non pas des enjeux eux-mêmes. Les types d'enjeux sont les suivants. Les dilemmes moraux. Alors ça, c'est très classique, hein. Un dilemme moral, c'est, vous le savez, quand il faut choisir dans une situation donnée entre deux options qui sont appuyées par des valeurs ou des principes. Et ces deux options-là sont à la fois incompatibles et surtout, ces deux options ne satisfont pas l'ensemble de nos intérêts moraux supérieurs. Donc, par exemple, c'est le cas quand il faut choisir entre la vie privée et la sécurité et qu'on ne peut pas satisfaire les deux demandes en même temps. La question également des droits humains, un enjeu, je m'adresse, je sais, à des juristes, et c'est un véritable problème théorique ici, la question de savoir si la considération pour les droits humains est un enjeu éthique. Je vais partir pour l'instant de ce qui existe dans le débat réel sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Et dans ce débat réel, eh bien, la considération pour les droits humains apparaît comme une considération éthique. Donc la question ici de la compatibilité de l'intelligence artificielle avec la protection des droits humains, on peut penser notamment à la question des biais et des discriminations. Il y a également un intérêt pour le maintien d'une espèce d'exceptionnalité humaine et le fait que l'intelligence artificielle, notamment avec la robotique, eh bien, menace pas seulement le marché de l'emploi, mais à travers le marché de l'emploi, menace tout simplement l'activité humaine et les conditions de son épanouissement. Donc, c'est toute la question du remplacement des humains. Évidemment, cette question du remplacement des humains, on la comprend d'autant mieux qu'on vise certains secteurs d'emploi et on peut penser notamment aux médecins avec de nombreuses applications aujourd'hui qui permettent par exemple de faire des diagnostics à distance, les banquiers, les professionnels du droit, avec des applications qui sont encore en phase de test et le laboratoire de cyberjustice a développé une expertise dans ce domaine-là, mais des applications qui seraient capables, par exemple, d'assister un avocat, voire un juge, pour la documentation juridique, pour aussi prédire les probabilités de succès d'une plaidoirie, etc. On peut aussi penser aujourd'hui à des applications qui sont réellement développées, pas au Canada, mais aux États-Unis en particulier, des applications sur la justice prédictive, avec notamment ces applications qui permettent d'évaluer la probabilité de récidive d'un criminel. Je passe sur les autres métiers, mais il y a maintenant une liste qui s'allonge.
et où effectivement les êtres humains pourraient être remplacés par l'intelligence artificielle. La question de l'aménagement de nos sociétés également, avec notamment la restructuration des entreprises, mais aussi la restructuration de notre environnement urbain. C'est une question qui apparaît comme étant liée à la réflexion éthique sur l'intelligence artificielle. Puis enfin, il y a une interrogation sur la perte des caractéristiques qui font la spécificité de l'identité humaine, notamment cette caractéristique qui est la créativité. On sait que les êtres humains ont appris à ne plus se sentir au centre de l'univers, ont appris à ne plus se considérer comme le sommet de la création, ont appris également que leur activité consciente n'est qu'une toute petite partie de leur activité cérébrale. Et enfin, ils découvrent qu'ils pourraient être menacés dans ce qui constitue leurs caractéristiques propres, à savoir la créativité. Et donc, c'est la perte de certaines compétences. Mais c'est aussi, par exemple, dans le cas du droit, cette espèce de clôture du droit qui viendrait justement de l'utilisation excessive des intelligences artificielles. Clôture du droit, c'est-à-dire une espèce de fermeture du droit sur lui-même, puisqu'il n'y aurait plus de production des normes. Évidemment, ça n'arrive pas et ça n'arrivera pas, mais c'est une crainte qui émergeait. Voilà pour un certain nombre d'enjeux éthiques et sociétaux. Et puis, on se demande, en regardant cette liste, qu'est-ce qui fait la spécificité d'une réflexion éthique? Alors, je ne vais pas traiter cette question de manière exhaustive. J'aimerais beaucoup revenir sur cet enjeu, probablement dans un séminaire sur l'intelligence artificielle. Mais c'est la question de savoir qu'est-ce que l'éthique de l'intelligence artificielle? Et qu'est-ce que l'éthique de l'intelligence artificielle par rapport à d'autres types de normativité? Le titre est un petit peu provocateur. Je parle ici d'une espèce de chimère normative. Une chimère, c'est cet animal monstrueux qui est formé de différentes parties d'animaux. Et l'idée ici, c'est de dire que, au fond, cette éthique de l'intelligence artificielle, bien, elle est un petit peu comme cet animal formé, cet animal fantastique, formé par différents animaux. Et ici, les animaux sont tout simplement les systèmes normatifs. Alors, qu'est-ce que c'est que l'éthique en général? L'éthique en général, c'est une réflexion sur ce qu'on doit faire. Les professionnels et les étudiantes et les étudiants en droit se disent, bon, ça, c'est aussi le cas pour le droit. Alors, c'est une réflexion sur ce qu'on doit faire par rapport à une réflexion sur ce qu'on peut faire. Ici, il y a déjà une toute petite différence avec le droit, mais je ne vais pas l'explorer. L'éthique, c'est aussi une réflexion sur des valeurs, des principes qui guident l'action. Et enfin, c'est un ensemble de règles qui contraignent l'action. Alors, pas simplement un guide, mais aussi donc un cadre qui contraint l'action. Vous allez me dire, si c'est ça l'éthique, c'est du droit. Alors, rappelons-nous, c'est presque du Kant 101, que l'éthique n'est pas le droit, évidemment, et qu'une des grandes différences, c'est la source de la contrainte. La source et la nature de la contrainte. Alors, encore une fois, on va passer rapidement sur ces points-là, ce n'est pas l'objet de cette communication, mais en gros, la source de la contrainte est l'agent lui-même et la nature de la contrainte est intérieure. Alors, l'éthique n'est pas le droit, mais l'éthique n'est pas non plus la morale au sens classique du terme. En tout cas, l'éthique de l'IA n'est pas la morale au sens classique du terme. Cette éthique de l'IA, on vient de le voir avec quelques cas d'application ou quelques types d'enjeux éthiques, elle dépasse très largement le cadre d'une réflexion sur le bien, le mal, sur les principes de l'agentivité, sur les principes de la contrainte intérieure, etc. En fait, l'éthique de l'IA
c'est certes une éthique qui est appliquée à l'intelligence artificielle, mais en étant appliquée à l'intelligence artificielle, eh bien, cette éthique a changé de nature. Traditionnellement, quand on présente l'éthique, on va dire il y a la partie métaéthique, l'éthique normative et l'éthique appliquée. Qu'est-ce que l'éthique appliquée? C'est l'éthique normative appliquée à des domaines particuliers. Et le premier réflexe, je dois dire que en 2017, je pensais exactement comme ça. Le premier réflexe, c'est de se dire, nous avons des principes d'éthique et ces principes-là vont être tout simplement appliqués à l'intelligence artificielle. Mais en faisant ce passage, la normativité de l'éthique a changé. Et aujourd'hui, on a affaire à un objet qui, pour moi, est un objet très étonnant pour un philosophe spécialiste des questions d'éthique, de philosophie morale, de philosophie politique et de philosophie légale, ou de philosophie juridique. J'avoue que c'est un objet qui m'étonne jour après jour. En réalité, quand on parle d'éthique, quand on parle d'éthique de l'IA, quand on regarde ce qui se passe dans les débats sur l'intelligence artificielle et la réglementation de l'intelligence artificielle, on s'aperçoit que le terme d'éthique renvoie à une espèce de normativité extrêmement souple et floue, où différents types de normativité viennent se mêler avec notamment des réflexions proprement morales, mais aussi des réflexions réglementaires, des réflexions législatives et juridiques, des réflexions sur les standards, hein, les normes de développement de l'intelligence artificielle dans l'industrie. Et toutes ces considérations sont rassemblées sous le terme d'éthique de l'intelligence artificielle. Alors, ça fait un objet qui n'est pas facile à couvrir, qui n'est pas facile également à cerner, mais c'est cet objet-là qui va faire justement, qui va faire l'objet d'une volonté de définition par différents organismes, ces organismes étant parfois des organismes privés, des entreprises par exemple, des organismes publics comme les universités, mais également des institutions, alors des institutions publiques au plein sens du terme, notamment des ministères, des organismes dépendants des ministères et des organisations internationales intergouvernementales. C'est le cas de plusieurs organisations internationales comme l'OCDE, qui a publié en avril 2019 une déclaration sur, non pas l'éthique de l'intelligence artificielle, mais sur un encadrement normatif de l'intelligence artificielle qui reprenait en gros les principes éthiques qui avaient été déjà formulés pour l'intelligence artificielle, des principes éthiques comme ceux de la Déclaration de Montréal, mais d'autres qui incluaient par exemple un principe de fiabilité, un principe de transparence, un principe d'explicabilité, etc. Dans ce jeu international qui fait entrer en concurrence les organisations pour, sinon imposer, du moins devenir des références dans le domaine de l'encadrement de l'éthique de l'intelligence artificielle, eh bien, il faut ajouter l'UNESCO qui, d'une certaine manière, a essayé de sortir justement des carcans normatifs en proposant tout simplement un outil normatif international qui était l'amalgame de différents types de principes. Des valeurs, des principes éthiques, des principes de gouvernance, mais aussi des principes, voire des recommandations de politique publique, avec quasiment un plan de politique publique pour le développement de l'IA dans les différentes régions du monde. Cet outil normatif, il aurait l'avantage, s'il est adopté, et nous sommes qu'au début, nous sommes dans la deuxième phase de ce processus, il aurait l'avantage d'être appuyé par
190 États, 193 États si mes souvenirs sont bons, ce qui veut dire que nous aurions là une référence internationale pour le développement de l'intelligence artificielle. Alors, l'initiative de l'UNESCO se distingue précisément parce qu'elle a cette volonté d'universalité, on va dire, et également elle se distingue par le processus d'élaboration de cette recommandation, d'élaboration de cet instrument normatif. Alors, ce qui s'est passé très concrètement, c'est que l'UNESCO a établi un groupe d'experts, 24 experts, pour établir une première recommandation, un premier texte qui prévoyait donc les différents principes éthiques et de gouvernance de déploiement de l'intelligence artificielle. Ce premier document est un document purement expert. 24 experts enfermés. Alors, la Covid étant passée par là, ils n'étaient pas enfermés ensemble dans une salle, mais ils devaient travailler de manière très soutenue, très intensive, ensemble pour produire ce document. Cette première étape franchie, l'UNESCO a tenu, et c'est une démarche qu'il faut savoir saluer, a tenu à ce qu'il y ait une consultation ouverte sur le document. Cette consultation ouverte prenait la forme de trois types de consultations. Une consultation en ligne qui était en fait un sondage. Donc, il y avait un sondage en ligne avec plus d'une centaine de questions sur le document du groupe d'experts. Un deuxième type de consultation consistait en des rencontres, des ateliers d'experts gouvernementaux, d'experts du monde universitaire et de représentants de parties prenantes, donc au niveau régional. Alors, au niveau régional, ça veut dire que ça pouvait regrouper plusieurs pays. Et puis, enfin, l'UNESCO a été intéressée par un autre processus de consultation, un processus délibératif ouvert à la société civile, multipartite, mais aussi citoyen, c'est-à-dire qui intègre des citoyens profanes dans la discussion du document de l'UNESCO. C'est ce processus-là que Algora Lab, avec Mila, a mené cet été, l'été 2020. Et l'idée derrière la volonté de l'UNESCO d'intégrer ce processus délibératif, l'idée, c'est précisément de reproduire ce que nous avions déjà fait avec la Déclaration de Montréal, qui avait créé une forme de précédent, puisque nous avions intégré un peu plus de 500 citoyens et citoyennes dans ce processus, et que nous avions imaginé que l'éthique de l'intelligence artificielle pouvait être définie non pas seulement par des experts, mais pouvait être définie également par des citoyennes et des citoyens qui n'avaient pas de compétences particulières, qui avaient des compétences, mais d'autres compétences, pas de compétences particulières pour l'éthique ni pour l'éthique de l'intelligence artificielle. Alors, c'est ce processus-là que je vais vous présenter maintenant rapidement, en une vingtaine de minutes. Le gouvernement du Québec, avec la commission nationale, la commission canadienne de l'UNESCO, a mandaté Algora Lab et Mila pour donc organiser et mener cette délibération. Et je dois mentionner les organismes subventionnaires qui nous ont permis tout simplement d'organiser cette délibération, les fonds de recherche du Québec, le CNRC, le CRSH, mais également l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA, CIFAR, l'Institut canadien de recherche avancée, et IVADO, l'Institut de valorisation des données. Donc, vous voyez ici tout un écosystème québécois et canadien qui s'est mobilisé pour faire une contribution tout à fait
unique au processus de l'UNESCO, parce que sans cette contribution-là, le processus n'aurait été qu'un processus consultatif d'experts et de parties prenantes de haut niveau. Donc, on peut dire que c'est une contribution tout à fait significative et unique du Québec et du Canada au processus de l'UNESCO. Alors, qu'est-ce que c'est que cette délibération? Et la première question, c'est pourquoi est-ce qu'on délibère? Pourquoi on a besoin d'une délibération citoyenne pour discuter d'éthique de l'IA et en particulier pour discuter d'une recommandation comme celle de l'UNESCO? Une recommandation, je dois le dire, qui est difficile à lire quand on est un profane, quand on n'a pas de connaissances de l'éthique, quand on n'a pas de connaissances en sciences politiques ou en droit. C'est un document qui est très difficile, une trentaine de pages denses. Alors, pourquoi, et ensuite comment, mais pourquoi vouloir organiser une délibération citoyenne? Évidemment, il y avait le précédent de la Déclaration de Montréal, mais ce n'est pas suffisant, parce que dans le cadre de la Déclaration de Montréal, nous n'avions pas à commenter un texte d'experts. Alors, d'abord, les objectifs d'une délibération citoyenne. Le premier objectif, c'est tout simplement d'arbitrer des controverses éthiques et sociétales sur l'IA. Je dis bien arbitrer des controverses. Ça veut dire que les experts, évidemment, les experts peuvent le faire, mais les experts n'ont pas la légitimité pour trancher et privilégier une option par rapport à une autre option dans une controverse éthique qui affecte tout le monde ou qui affecte en tout cas un groupe qui dépasse très largement le groupe des experts. Donc, dans la pratique de l'éthique contemporaine, l'idée, c'est que les experts en éthique, les éthiciens, les éthiciennes, sont là pour clarifier un débat, sont là également pour faire en sorte qu'on évite de faux arguments qui ont déjà été repérés dans l'histoire de l'éthique et de la philosophie, mais les éthiciens, les éthiciennes ne sont pas là pour se substituer au jugement informé des citoyennes et des citoyens. Donc, le premier objectif, c'est effectivement d'arbitrer ces controverses éthiques. Le deuxième objectif, c'est de satisfaire une exigence démocratique d'inclusion. On le comprend assez aisément. Le troisième objectif, c'est un objectif épistémique. Il s'agit ici, donc ce n'est pas l'objectif démocratique ou de légitimité, c'est l'objectif épistémique, il s'agit d'améliorer la réflexion. Et les apports de non-experts, mais qui sont experts dans l'utilisation en réalité de ces outils d'intelligence artificielle, permet précisément d'améliorer considérablement notre perception des enjeux éthiques de l'IA et d'enrichir la discussion sur les normes qui devraient l'encadrer. Et enfin, il y a deux aspects dérivés de la délibération citoyenne. Premier aspect, c'est de créer des conditions de confiance. Évidemment, il ne s'agit pas comment dire, il ne s'agit pas d'imposer un rapport de confiance, ça serait quasiment une contradiction ou un non-sens dans les termes, mais d'imposer un rapport de confiance à l'IA ou de manipuler les personnes afin qu'elles fassent confiance à une technologie en particulier, mais de créer les conditions dans lesquelles la confiance raisonnée est possible. Et puis enfin, il y a donc le deuxième aspect dérivé, c'est la sensibilisation aux enjeux éthiques de l'IA, et c'est en fait un objectif pédagogique. Donc, comment s'approprier intellectuellement cet objet qu'est l'intelligence artificielle. Alors, une fois qu'on est animé par cette volonté de faire délibérer, on est confronté immédiatement à trois difficultés pour la délibération sur un document aussi technique que celui de l'UNESCO. Le premier problème, c'est qu'on a tendance à surestimer le temps que les individus peuvent consacrer à la lecture des documents et peuvent consacrer à la préparation d'une délibération. Évidemment, si on devait commenter très précisément le document de l'UNESCO, il faudrait acquérir une connaissance de ce document d'abord, et ensuite une connaissance des différents enjeux éthiques et des différentes technologies de l'IA qui sont traités dans le document. Alors, ça, c'est une attente qui est déraisonnable. Le deuxième problème, c'est que quand bien même il serait possible
aux citoyennes et aux citoyens d'acquérir cette connaissance. En réalité, on changerait la nature de la délibération parce qu'on ferait en sorte que ces personnes-là ne soient plus des profanes, mais deviennent des experts. Des experts, des expertes. Et il n'y a aucune raison de penser qu'une fois devenu expert de son sujet, eh bien, l'individu est capable d'adopter un autre point de vue qui n'est pas celui de l'expert. Et enfin, si on avait dû demander, c'est la troisième difficulté, si on avait dû demander aux participantes et aux participants de commenter le texte de l'UNESCO section par section, eh bien, tout simplement, on aurait enfermé les participants dans un cadre très rigide qui ne leur aurait pas permis justement d'entrevoir les parties manquantes du document, qui n'auraient pas été en mesure, par exemple, de décentrer la réflexion sur certaines technologies ou sur certains aspects des technologies de l'intelligence artificielle. Donc, ce sont trois difficultés qui nous sont apparues assez rapidement et on a donc essayé de trouver des solutions à ce problème et de créer des conditions favorables à une délibération ouverte, une délibération inclusive sur l'intelligence artificielle. Alors évidemment, ça impose à celui qui organise eh bien un travail de débroussaillage. Et donc, il a fallu d'abord procéder à une analyse très précise de cette recommandation et une identification des enjeux, une identification des problèmes normatifs que posait la recommandation. Donc, par exemple, il fallait essayer d'identifier quand il y avait une espèce de tension de valeur, donc, et cette tension de valeur impliquait un arbitrage. Essayer d'identifier là où une controverse morale ou juridique allait immanquablement se produire. Et puis, identifier, c'est évidemment un petit peu difficile de le faire, mais identifier ce qui manque. Identifier ce qui manque. Alors, pour pouvoir le faire, il faut justement il faut pouvoir prendre de la distance par rapport aux documents et surtout consulter d'autres documents ou consulter tout simplement les corpus de philosophie éthique et juridique. Alors, la première étape, donc l'analyse de la recommandation et l'identification, elle nous a mené à faire une tripartition des valeurs impliquées dans le document. Donc, il a fallu faire une cartographie, ensuite faire un classement de ces valeurs. Et au fond, on s'est aperçu rapidement que l'ensemble des valeurs qui étaient présentées dans le document de l'UNESCO pouvaient être regroupées en gros sous trois catégories, qui sont les catégories de la dignité, du bien-être et des capacités d'épanouissement des individus. Alors, ces trois catégories ne recoupent pas exactement les trois familles d'éthique que l'on a l'habitude d'étudier en philosophie morale, à savoir l'éthique déontologique, l'éthique conséquentialiste et l'éthique de la vertu. Mais on voit qu'il y a un certain nombre de recoupements. Et puis ensuite, il fallait clarifier les principes, les classer également. Et au fond, ce qui apparaissait très nettement dans le document de l'UNESCO, c'est que l'intelligence artificielle était vue sous le prisme du développement humain, sous le prisme de l'épanouissement humain, avec une insistance assez forte sur la notion de dignité. Ça n'est pas une surprise, mais c'est un parti pris qu'il fallait analyser parce que tout simplement d'autres modes de raisonnement étaient possibles à partir d'autres principes architectoniques, des modes de raisonnement par exemple qui font du coût et des bénéfices, eh bien, une équation à prendre en compte dans l'encadrement de l'IA, plutôt que, par exemple, une protection absolue de la dignité des personnes, avec tous les problèmes de définition de la dignité que comporte cette notion. Donc, repérage de ces valeurs, repérage de ces principes, et puis repérage des controverses potentielles. Alors là, je donne cet exemple-là parce que je vais y revenir dans la suite du document. Vous aviez une proposition de l'UNESCO qui consistait à dire, alors c'est une proposition très intéressante parce que l'UNESCO a
élaboré un principe de proportionnalité qu'on ne trouve pas dans les autres documents, que ce soit celui de la déclaration, mais de tous les autres documents qui ont été produits par la suite. Un principe donc de proportionnalité. Et ce principe de proportionnalité, dans la clause B, dit que la méthode choisie, la méthode d'intelligence artificielle choisie, ne doit pas empiéter de manière négative et excessive sur les valeurs fondamentales qui ont été proposées dans le document. Alors, il s'agissait ici d'identifier le problème, à savoir cette clause B qui parle d'un excessive negative infringement. Et donc, on se posait la question de savoir ce que pouvait signifier un empiètement excessif sur les valeurs fondamentales, mais il faut dire aussi dans le langage des droits humains, sur les droits fondamentaux des personnes. Et donc, une fois qu'on repère ce genre de formulation, eh bien, on invite les participants à les discuter. Il est possible que les participants soient tout à fait en accord avec cette formulation, et l'idée, ce n'est pas de savoir s'ils sont en accord, mais pourquoi ils sont en accord. Mais il est possible aussi qu'en attirant leur attention sur cet élément-là, ils soient en mesure d'identifier des raisons qui devraient nous conduire à rejeter cette clause-là. Alors, voilà un exemple. Je vais revenir par la suite sur cet exemple-là pour vous montrer comment l'UNESCO a évolué. Alors, les conditions de cette bonne délibération, je l'ai dit, c'est l'analyse, c'est l'identification des enjeux, mais c'est aussi la préparation d'un matériel de délibération. Et nous avions tout simplement repris la méthodologie que nous avions élaborée pour la Déclaration de Montréal en préparant des scénarios prospectifs qui ciblaient certains secteurs clés, comme le secteur santé, le secteur des ressources humaines avec le recrutement ou le secteur des médias. La démarche, je ne vais pas y revenir, le temps me manque, mais cette démarche est une démarche prospective que nous avions élaborée donc, pour la Déclaration de Montréal avec un processus en trois étapes. Une prospective où on se projette donc dans un avenir proche avec des enjeux nouveaux qui apparaissent. Ensuite, un retour sur notre présent pour identifier les propositions qui nous permettraient d'éviter justement que se présentent les situations problématiques. Et enfin, la définition des recommandations. Alors évidemment, ce scénario-là, ce processus-là, on ne pouvait pas l'appliquer à la lettre pour la discussion du document de l'UNESCO, précisément parce qu'il y avait un document à commenter quand même. Alors, le parti pris, ça a été d'élaborer des scénarios qui permettaient aux participants de revenir sur la recommandation de l'UNESCO et de tester les propositions de l'UNESCO. Voilà le genre de scénario que nous avons écrit, assez court. L'idée était qu'on puisse lire ça dans un temps très bref, notamment à cause des contraintes de la délibération en ligne. Cet exemple de scénario, c'est celui tout simplement de la propagation de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux. Alors, propagation de fausses nouvelles qui ici est accomplie par des intelligences artificielles de micro-ciblage des internautes, de micro-ciblage des utilisateurs des réseaux sociaux. Alors, il suffit de cliquer une fois sur une page et puis progressivement, on est envahi de recommandations similaires et puis ces recommandations peuvent finir par modifier notre perception et notre connaissance. Et donc ici, on a un petit peu caricaturé le processus, mais il s'agit pour une personne de passer de la croyance que la Terre est ronde à la croyance que la Terre est cubique. Donc voilà comment on présentait ces scénarios. Dernier point, il s'agissait également de préparer des fiches thématiques pour les facilitateurs et les facilitatrices du processus, puisque tout processus de délibération doit être modéré, sans quoi sa qualité épistémique décroît
C'est quelque chose qui est bien étudié aujourd'hui. Alors, je reviens, c'était l'exemple que je vous donnais avec la proposition 26 de l'UNESCO sur le principe de proportionnalité. Eh bien, dans notre fiche thématique pour les facilitateurs, nous avions un certain nombre de questions qui étaient prêts à l'usage pour les participants. C'est une partie de la préparation. Une autre partie de la préparation consistait à tout simplement mettre les participantes et les participants en situation et leur donner un certain nombre d'informations sur l'intelligence artificielle, l'éthique de l'intelligence artificielle, mais aussi sur les manières de délibérer sur l'éthique de l'IA. Et donc, nous avons produit un document qui est un document, donc un guide de délibération que vous pouvez consulter sur notre site. Il est aujourd'hui accessible en 8 langues, dont une langue très minoritaire qui est le catalan, mais qui est destiné justement, ce guide est destiné à être décliné dans d'autres langues qui ne sont pas les langues officielles de l'UNESCO ou de l'ONU. Alors, dans ce guide-là, il s'agissait de relever notamment le défi de la littératie numérique en expliquant, par exemple, ce qu'était l'intelligence artificielle de manière simple, dans un premier temps, et puis en allant progressivement vers plus d'informations et de complexité. Ici, on montre quels sont les types de fonctions de l'IA, comment ça fonctionne, et le parti pris était à chaque fois d'illustrer ces concepts comme on a illustré les scénarios. Je finis rapidement. Le calendrier de consultation pour l'UNESCO était, on peut dire, extrêmement court et dense. Vous voyez, sur une période de 4 mois, nous avons procédé à l'analyse, nous avons développé le guide de délibération, la traduction. Il a fallu ensuite mettre en place un réseau de facilitateurs, les former, donc il y avait toute une phase de formation des facilitateurs, et ensuite organiser ce processus. Et en moins d'un mois, en réalité en 15 jours, procéder à l'analyse qualitative, quantitative de la délibération et à la rédaction du rapport. Le processus a inclus, c'est le plus large processus de délibération sur l'intelligence artificielle, 611 participants en ligne, en plein milieu de l'été, pendant une pandémie. Je peux vous dire que ça n'était pas une mission qui était gagnée d'avance. Les participants venaient d'une 50aine de pays et nous avons organisé 48 sessions de délibération, des sessions restreintes et des sessions plus larges. Et puis, ont été organisées également sur la base des scénarios et des documents que nous avions produits, des émissions de radio interactive au Maroc et en Tunisie avec 7000 participants dans ces conversations-là. Voilà la carte qui a été des pays qui ont été mobilisés. Et puis, une petite fierté, c'est que dans cette délibération, nous avons atteint quasiment la parité parfaite, 51% d'hommes, 49% de femmes. Ne sont pas pris en compte dans ce diagramme les réponses qui sont des réponses de genre non binaire. Mais nous avons évidemment mis la case possible dans le formulaire de participation. Alors, je vais finir là en 2 minutes, quels sont les apports de la délibération? Alors, est-ce que c'est juste de la communication? Est-ce que c'était une belle opération pour le gouvernement du Québec et pour l'UNESCO de dire qu'on a ouvert un processus de délibération aux citoyennes et aux citoyens? C'est très bien pour dire qu'on est inclusif, qu'on a fait concerter différentes minorités, etc. En réalité, je l'ai déjà dit, il y a un apport épistémique qui est extrêmement important. Faire une délibération inclusive, c'est d'abord servir la réflexion sur l'intelligence artificielle, sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Alors, les apports, c'est très résumé parce que le document est long, mais les apports de cette délibération, c'est que d'abord, il y a eu l'expression d'une volonté de réviser la liste des valeurs et des principes de la première recommandation de l'UNESCO. En l'occurrence, il y avait une division entre 2 catégories de principes dans la première recommandation.
cette distinction qui n'était pas rigoureuse a été supprimée dans la deuxième recommandation de l'UNESCO. Ça, c'est un premier apport, mais c'est un apport de la délibération sur, disons, la forme de la recommandation de l'UNESCO. Beaucoup plus importante est l'insistance des participantes et des participants sur les droits humains et sur l'inviolabilité de la personne. Alors, je dis un mot de ce point-là parce que c'est très important. Le document de l'UNESCO se place sous, évidemment, l'autorité de la Déclaration universelle des droits humains. Et dès le préambule de la recommandation, était fait mention que l'intelligence artificielle, le déploiement de l'intelligence artificielle devait respecter les droits humains. Il y avait quelques autres mentions dans le document, mais très peu pour un document d'une organisation intergouvernementale comme l'UNESCO et pour une technologie qui est potentiellement extrêmement corrosive pour les droits humains. Alors, l'insistance apportée sur la présence de mentions de la protection des droits humains à différents endroits du texte, mais plus précisément, et c'était l'exemple que je vous donnais un peu plus tôt, il y a eu une proposition de révision complète du principe de proportionnalité. Souvenez-vous, ce principe mentionnait le « excessive negative infringement » des valeurs fondamentales et des droits humains. Et l'ensemble des participants de notre délibération a considéré que c'était tout simplement détruire la valeur même, la valeur normative de ce document, en laissant au fond une latitude, non pas maximale, mais une grande latitude d'interprétation pour les États, qui pouvait évidemment jouer sur la notion de excessive. Ce n'est pas à des juristes que je vais apprendre que l'interprétation du droit ici permettrait d'autoriser des pratiques qui sont à la limite même du respect des droits humains. Donc, la délibération ici a permis d'identifier un problème extrêmement important pour ce document. Et finalement, l'UNESCO a retiré dans la deuxième version cette mention d'un empiètement ou d'une violation excessive des valeurs fondamentales. Alors, c'est un succès pour le processus de délibération que l'on a mené, mais c'est aussi un succès pour le processus de consultation de l'UNESCO et pour le groupe d'experts qui, et là c'est mon avis personnel, a su être à l'écoute de cette délibération et n'a pas hésité à amender son texte et donc d'une certaine manière à se dédire par rapport à la première version. Enfin, il y avait dans cette délibération une insistance sur la protection juridique des personnes et des groupes. Souvent, le discours éthique est un discours assez flou, très peu contraignant. Encore une fois, même si l'éthique de l'IA est une espèce de monstre normatif, mais ce qui manque le plus souvent, c'est véritablement la protection et les contraintes qui permettent de protéger juridiquement les intérêts des personnes et des groupes. Et donc, par rapport au premier document, l'UNESCO a aussi renforcé ses protections juridiques et notamment la mention de mesures de recours judiciaire, quelque chose qui nous tenait à cœur dans notre groupe de travail, mais qui manifestement rejoignait aussi la préoccupation des participantes et des participants. Et enfin, il y avait une insistance aussi sur une demande d'égalité d'accès aux infrastructures numériques. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. L'UNESCO veut un instrument normatif universel pour l'intelligence artificielle. La première préoccupation des participants en Afrique et en Amérique latine était une préoccupation pour tout simplement l'accès à l'infrastructure numérique, avant même de penser à l'intelligence artificielle. Et c'est un problème qui est un problème social, qui est un problème économique, qui est un problème politique. Et là aussi, on voit le décentrement par rapport à la focale éthique.
Voilà, je vous invite à lire très prochainement, probablement demain, la deuxième version de la recommandation de l'UNESCO et notre travail sur les déplacements entre les deux versions. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. C'est vraiment un projet très intéressant. Je suis vraiment contente que vous soyez venu en discuter aujourd'hui. Donc là, on va entamer la période de questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez une question à la poser dans la section Q et R du clavardage en bas de votre écran. En attendant, moi, j'ai quelques questions par rapport à ce rapport. Je commencerai par vous demander comment les participants ont été choisis, quelle méthodologie vous avez utilisée pour faire en sorte qu'ils soient impliqués dans ce projet-là. Puis j'aimerais ça aussi en même temps que vous parliez du rôle des facilitateurs. Vous en avez parlé un petit peu, mais juste expliquer c'était quoi leur rôle à eux dans ces discussions-là. Alors, pour le recrutement, c'est une question qui se pose à chaque fois. Et depuis la déclaration de Montréal, c'est la première question qu'on me pose à chaque fois. Comment vous avez recruté vos participants ? Et je suis un peu peiné parce que ça fait 3 ans qu'on me pose cette question, mais ça fait 3 ans que j'ai du mal à répondre de manière parfaitement rigoureuse à cette question-là. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup de bricolage. Une chose qui est apparue très nettement dans le processus de consultation de l'UNESCO, qu'on avait déjà décelé avant, c'est que c'est très compliqué, en réalité, de rejoindre un public non averti, non spécialisé, pour ce genre de consultation. Alors, on avait résolu le problème lors du processus de la Déclaration de Montréal en passant par le réseau de bibliothèques au Québec, un réseau tout à fait exceptionnel dans le monde qui n'a pas beaucoup d'équivalent, hein. En tout cas, je n'en connais pas. C'est-à-dire un réseau de bibliothèques qui permet aux individus d'avoir des lieux de rencontre et des lieux d'intérêt, ces centres communautaires, ces bibliothèques, qui donc ramènent, centralisent des personnes avec beaucoup de profils différents, une grande diversité de profils. Quand on fait une consultation internationale en ligne, pendant l'été, pendant une pandémie, ce n'est pas facile du tout. Et le premier réflexe qui a été le nôtre, et ensuite on l'a réfléchi évidemment, c'était d'essayer d'identifier des organisations dans les différents pays qui pouvaient elles-mêmes être en rapport avec des citoyennes et des citoyens non spécialisés, mais qui ont également en fait impliqué beaucoup de personnes qui soit étaient des parties prenantes, soit étaient des personnes connaissant bien le domaine de l'IA. Donc, de ce point de vue-là, le succès est mitigé dans la mesure où on est obligé de passer par des associations et que ces associations-là ont elles-mêmes une tendance à utiliser leur propre réseau, qui est un réseau non pas d'experts, mais de gens qui sont déjà très intéressés par le domaine. Alors, ceci dit, quand on choisit bien ces organisations, on est capable de rejoindre des personnes qui sont représentatives d'une véritable diversité de profils, de groupes, de cultures, etc. Je vais donner un exemple. On a mené une consultation avec des jeunes autochtones et ce n'était pas au Québec, c'était au New Brunswick. Et l'association nous a permis ici de mobiliser des personnes qui sont profanes par rapport à l'intelligence artificielle. L'autre grand succès, c'est une consultation des jeunes en Afrique, qui a regroupé des jeunes venant de différents pays d'Afrique subsaharienne. Et là, ça a été un très, très grand succès parce que nous avions des personnes qui, évidemment, étaient intéressées abstraitement par l'IA, mais qui n'avaient pas de compétences particulières et qui se sont retrouvées justement autour de cette délibération pour apprendre et contribuer. Donc voilà, on passe par des réseaux associatifs. La question théorique en arrière, je vais m'arrêter là, la question théorique en arrière, c'est est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'institutionnaliser des processus de délibération qui vont permettre d'atteindre assez rapidement des citoyennes et des citoyens,
où on ne peut pas faire ça parce que l'institutionnaliser, c'est en fait professionnaliser les citoyennes et les citoyens qui y participent. Et donc, on se retrouve toujours dans cet entre-deux de solutions. D'accord. Merci beaucoup. Ça me pousse aussi à vous demander, une fois que ces consultations-là sont faites et que les gens sont impliqués dans ce processus-là, comment on fait pour continuer à les impliquer par la suite? Est-ce que leur rôle s'arrête là ou ils vont être impliqués tout au long du processus et même après, une fois que ces recommandations-là vont être adoptées par l'UNESCO? Bon, là, c'est une question aussi de moyens hein, pour garder le contact. Alors, la première chose, c'est qu'on a une gestion. On essaie d'avoir une gestion rigoureuse des données personnelles, ce qui fait qu'on ne va pas garder de traces des personnes indéfiniment et que les formulaires de consentement sont à durée très déterminée. Donc ça, c'est un premier enjeu, il n'est pas anodin. Mais si on lève cet enjeu-là, il est évident qu'on tient au courant, pour les personnes qui le souhaitent évidemment, on les tient au courant de l'avancée des travaux. Le rapport, nous tenions à ce qu'il soit public, et donc chaque personne, chaque participant a pu s'y retrouver dans le rapport que nous avons rédigé. Mais il y avait aussi la volonté de rendre des comptes auprès des participants et des facilitateurs, de rendre des comptes sur notre processus. Et donc, on a organisé, après le processus de consultation, une série de webinaires pour justement discuter, avoir des rétroactions des participants et des facilitateurs, discuter justement du processus et voir quels étaient les effets de cette délibération sur la recommandation de l'UNESCO. Le document qu'on va publier là, très prochainement, je l'espère demain, le mettre en ligne, c'est aussi un document pour rendre des comptes, pour dire notre travail, il a servi à modifier certaines parties de la recommandation. Et ça veut dire que les participantes et les participants ont le sentiment d'avoir contribué de manière signifiante et significative à l'évolution du document de l'UNESCO. Je vois qu'il y a une question aussi dans le Q&A. Oui, exactement. Donc, donc, c'est une question de Stéphane qui demande « Est-ce que vous croyez que les géants du web, Google, Facebook, etc., font des recherches poussées à l'interne sur l'éthique? Serait-ce pour se protéger de poursuites, pour avoir une acceptabilité sociale pour continuer à être utilisés? » Oui, tout ça. C'est tout ça. Alors oui, ces géants du web font des études très poussées, financent également de la recherche en éthique. Il y a des personnes très sérieuses et, je dois dire, indépendantes qui mènent ces recherches au sein de ces géants du web. Ça ne veut pas dire que ces recherches-là se traduisent dans les politiques corporatives. C'est une chose d'avoir des unités de recherche en éthique et en gouvernance dans ces grandes entreprises. C'est autre chose de dire qu'elles ont un effet sur la politique interne et sur la politique de l'entreprise. Néanmoins, on voit quand même des effets. Alors, quelles sont les arrière-pensées? En fait, il n'y a pas d'arrière-pensée. Quand on est une entreprise, on doit faire de l'argent. Mais quand on est une entreprise au fin XXe siècle et au XXIe siècle, on reconnaît qu'on a une responsabilité sociale. On fait de l'argent, mais pas n'importe comment. Et pas n'importe comment, ça veut dire que non seulement on intègre des normes de développement, qu'on a appelées les normes de RSE, de responsabilité sociale des entreprises, donc, en fait des normes éthiques. Et là, il n'y a pas trop d'ambiguïté. Et en même temps, on leur demande d'investir de manière responsable dans des projets justement par exemple de sensibilisation, etc. Donc, je ne dirais pas que ce sont des arrière-pensées parce que ça fait partie aujourd'hui des normes intégrées par les grandes entreprises. Évidemment, il faut faire j'allais dire le deuil, mais ce n'est même pas le cas. Il faut simplement ne pas être dupe du fait que
une entreprise n'est pas un agent individuel avec une moralité interne, avec une contrainte qui serait une contrainte interne de sa conscience. Non, c'est un agent collectif. Et cet agent collectif, en réalité, c'est de construire sa réputation. Et ce qui lui importe, c'est d'avoir justement une bonne réputation. Et pour avoir une bonne réputation, eh bien, suivre des règles de coordination des agents, on n'a rien fait de mieux dans l'humanité depuis pas mal de temps. Et puis, dans ce genre de situation-là, plus privée, qui sont ceux qui vont poser un regard éthique sur la question? Est-ce que c'est des philosophes, sociologues ou c'est les programmeurs eux-mêmes qui vont juger de leur travail de manière éthique? Est-ce que les citoyens sont aussi impliqués ou c'est une méthodologie différente? Puis en quoi ces différents intérêts-là divergent? Est-ce qu'il y a des priorités qui sont différentes? Oui, oui, il y a des intérêts qui sont très divergents. C'est évident. Un développeur en informatique, il a plusieurs motivations, mais parmi ces motivations, le simple fait d'avoir un outil novateur, c'est déjà suffisant pour le motiver à développer son application. Alors, le problème, c'est que novateur, ça ne veut pas forcément dire éthique ou bien même tout simplement une application qui serait respectueuse ou conforme aux règlements et aux lois. Bon, tout simplement parce que le développeur n'a pas nécessairement cette connaissance. Donc, on est dans un monde complexe dans lequel on est contraint d'avoir une approche multidisciplinaire de ces enjeux-là. Et les développeurs doivent évidemment se sensibiliser aux enjeux éthiques, mais ils doivent aussi travailler avec des éthiciens. De la même manière que les éthiciens doivent comprendre le milieu du développement informatique et doivent comprendre les arbitrages que fait un développeur entre différents paramètres de sa machine. Donc, c'est de l'interdisciplinarité plus que de la multidisciplinarité qui est requise, mais il faut ajouter l'expertise de citoyennes et de citoyens qui amène une expertise d'usage. Je vais prendre juste un exemple. Il y a une application très excellente dans la visée qui est une application de détection des émotions qui serait intégrée à une lunette portée par les autistes afin qu'ils puissent décrypter les émotions de leurs interlocuteurs, notamment donc, pour des autistes qui ont un problème de compréhension, d'interprétation des émotions humaines, de certaines en tout cas. Alors, c'est un dispositif très ingénieux. Vous avez des lunettes avec un algorithme intégré qui permet, et des capteurs qui permettent d'interpréter et d'envoyer un signal à la personne qui les porte. C'est excellent dans la visée. La question, évidemment, qui se pose, c'est d'abord de savoir si c'est utile et si c'est souhaitable pour l'autiste. Mais c'est aussi important de se poser la question de savoir si nous, qui sommes de l'autre côté des lunettes, quand je dis nous, c'est un nous abstrait, qui sommes de l'autre côté des lunettes, eh bien, nous ne sommes pas envahis par une technologie qui viole d'une certaine façon notre intimité. Je ne dis pas vie privée. Vie privée, c'est un concept qui existe, qui est encore opératoire. Mais dans la Déclaration de Montréal, on avait ajouté la préoccupation pour l'intimité. Et là, c'est typiquement le genre de considération donc, sur l'intimité. Eh bien, pour pouvoir identifier cet enjeu, il était impératif d'intégrer des citoyennes et des citoyens qui n'ont rien à voir avec le projet de développement. Oui, merci. C'est vrai, puis je pense que je vais profiter de ce que vous venez de dire pour conclure la conférence. Au même titre que nous, en tant que juristes, on doit aussi un peu sortir de justement seulement le droit et accepter que la discipline en intelligence artificielle est vraiment multidisciplinaire. Donc, on doit aussi essayer de comprendre l'autre partie, les réalités des genres, mais aussi les concepts éthiques, la réalité des programmeurs, un peu
parce que les idées sont bonnes. L'exemple que vous venez d'utiliser, c'est vraiment quelque chose qui peut participer à faciliter notre quotidien, à même à faire en sorte que notre vie est mieux. Mais en même temps, il faut essayer de voir autour qu'est-ce qui sont les répercussions sur les gens au quotidien et puis quelles sont aussi les priorités qu'on veut avoir. Donc, je trouve que les projets comme celui que vous avez participé permettent d'un peu... participe à la réflexion, participe aussi à penser à comment en arriver à une espèce de consensus international, même si c'est un travail qui va être constant et qui va aussi évoluer à travers les années parce que les progrès sont tellement rapides qu'à un moment donné, il va falloir aussi rester, et c'est dur de rester à jour. Mais je trouve que c'est vraiment des sujets qui sont intéressants et qui doivent être discutés, puis qui demandent la réflexion de gens de divers milieux, mais aussi des profanes, comme vous avez fait, parce que c'est eux qui sont affectés. Puis aussi d'aller chercher des gens de partout, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que j'imagine que les priorités changent dépendamment du pays dans lequel vous êtes. Donc, merci beaucoup de vous être prêté au jeu, d'avoir expliqué votre processus aujourd'hui. Donc, j'aimerais aussi remercier le public d'avoir assisté d'avoir été présent aujourd'hui, même si c'est virtuel. Bonne journée à tous.